C'est le 6 janvier 1938, sur le terrain de l'Observatoire, qu'est donné le premier coup de pioche pour la construction du futur Institut d'astrophysique de Paris, ou l'IAP pour les habitués. Il est aujourd'hui un laboratoire de recherche du CNRS et de l'université Pierre et Marie Curie. Environ 160 chercheurs, ingénieurs et techniciens s'y emploient à produire chaque année 200 articles de science. Les travaux qui y sont conduits portent sur les domaines de pointe de l'astrophysique, depuis la recherche de planètes extrasolaires jusqu'aux origines de l'univers. Comme beaucoup d'autres institutions nées au siècle dernier, l'IAP a dû faire preuve dès le début d'une solide capacité à se remettre en question et à évoluer. Son géniteur, Jean Perrin, prix Nobel de physique en 1926, est sous-secrétaire d'État à la recherche du gouvernement du Front populaire. Il sera 3 ans plus tard le créateur du CNRS. Toute nouveauté vraiment utile à l'homme ne peut être obtenue que par la découverte des choses inconnues, poursuivies sans aucune préoccupation utilitaire. Ce n'est pas en désirant lutter contre le cancer que Marie Curie et Pierre Curie ont fait leurs immortelles découvertes, trouvant le polonium, le radium, et par là toute la suite de ces éléments imprévus et fragiles dont chaque atome émet en se brisant l'éclair mystérieux qui, parmi toutes ses propriétés, se trouve avoir celle d'agir sur la matière vivante. Ce qui me paraît important de rappeler, c'est que ce qui s'appelait à l'époque le service d'astrophysique, il a vu le jour dans un contexte quand même très particulier, un contexte de réflexion intense autour de la place de la recherche scientifique en France. Alors ce contexte, c'est celui des années 36-38, donc année du Front populaire, année où un grand savant de l'époque, Jean Perrin, est appelé au sous-secrétariat d'État de la recherche scientifique. Il est appelé par Léon Blum et il est placé sous la tutelle du ministre de l'Éducation nationale, Jean Zay. Et c'est une époque où se met en place tout un dispositif de soutien et de coordination de la recherche scientifique en France, un dispositif qui n'existait pas du tout avant ça. Le point fort de l'IAP à l'époque, c'est justement cet aspect de refléter l'Organisation nationale de la recherche. Et ce qu'essayait de faire Jean Perrin au travers de ces structures nationales, Caisse nationale, puis Centre national de la recherche scientifique, c'était en fait créer un nouvel espace pour le développement de recherche prometteuse, de recherche nouvelle, et puis aussi de recherche qui était située à l'interface de plusieurs disciplines, créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'interdisciplinarité. Eh bien, elle ne pouvait pas s'exprimer dans l'université française parce que c'était vraiment un milieu très figé, d'où l'intérêt de créer un nouvel espace. Je suis arrivé à l'IAP en 1946. C'était tout neuf, c'était même pas fini. J'avais à l'époque envisagé de faire une thèse sous la direction de Kassler. J'étais allé voir Kassler, mon vieil ami Kassler, le vieil ami de mes parents. J'étais allé le voir, je lui ai dit « Monsieur, je voudrais bien faire ma thèse avec vous ». Il m'a dit « Mon cher ami, je n'ai plus d'idées ». Alors, c'est après qu'il a eu les idées qui lui ont valu le prix Nobel, en effet. Je n'ai plus d'idées, alors je ne peux pas diriger un jeune homme comme vous. Allez, en ce moment, c'est l'astrophysique qui démarre. C'est vraiment un domaine d'avenir. Il faut faire de l'astrophysique. Allez donc voir Schatzmann. La difficulté avec la recherche fondamentale est que l'activité de recherche, pour le chercheur passionné et désintéressé, est avant tout une activité ludique. Il n'y a pas de succès possible de la recherche fondamentale si le chercheur ne prend pas plaisir à sa recherche. En fait, on retrouve le même plaisir chez celle ou celui qui crée une œuvre, quelle qu'elle soit. Schatzmann avait été nommé professeur avec chaire, je crois, en 1957, et donc il enseignait l'astronomie, et puis il créait autour de lui une équipe qui a été la première à faire de l'astrophysique théorique en France. Oméga est la fréquence imposée par, dans le cadre de Nicholson. Donc, il recrutait des gens en leur donnant à chacun
un thème de recherche qui était différent des gens d'à côté. On discutait un peu entre nous et surtout avec Schatzman qui dominait tout ça, mais enfin, on se dirigeait quand même beaucoup tout seul. Schatzman m'avait lancé sur l'étude du Soleil. Et en particulier, il m'avait demandé d'essayer de comprendre le mécanisme des éruptions solaires. Alors, ce n'est pas un mécanisme simple, puisque à l'heure actuelle, il commence à être bien compris, mais c'est vraiment assez récent. Alors, au bout d'un certain temps, je suis partie dans une direction un petit peu différente et j'ai décidé de me brancher sur un sujet qui est devenu très à la mode en 1964, et c'était les quasars qui venaient d'être découverts. Donc, voilà comment j'ai été amenée à un sujet que j'ai pratiquement continué toute ma vie après. En tout cas, moi je trouve que ce livre, on devrait en rendre la lecture obligatoire dans toutes les terminales. Ah, je suis absolument d'accord. Ah, vous êtes d'accord? C'est vrai, parce que c'est incroyable. C'est exactement le genre qui n'avait jamais rien compris à tout ça, les galaxies, les planètes, l'atome. Là-dedans, on nage dans c'est formidable. J'aime beaucoup la dédicace. Ce livre est dédié à tous ceux que le monde émerveille. Je suppose que vous êtes toujours, comme le professeur Jacob, toujours émerveillé par le monde. Ah oui, ça, effectivement. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire passer dans ce livre. C'est que plus on le regarde, plus on est étonné, émerveillé par tout ce qu'il y a dans cet univers. J'ai voulu un peu faire passer ça, un peu contrairement justement à une certaine tendance réductionniste qui consiste à dire tout n'est que, vous savez, la position réductionniste, vous ramenez tout à quelque chose d'autre. Je ne suis pas contre le réductionnisme, je pense que c'est une phase importante. On ne peut pas faire de science si on ne réduit pas à un certain moment donné. Mais ce qui est essentiel, c'est de ne pas s'en tenir là, c'est après de prendre du recul et de revoir à distance les grands traits. J'étais étudiant en physique nucléaire, je fais mon doctorat aux États-Unis, et puis ensuite j'ai été embauché par la NASA à New York, où il y avait la préparation des expériences spatiales et tout ça. Et moi, je travaillais sur des problèmes d'origine des éléments chimiques. C'était la grande période après qu'Hans Bethe a montré que le Soleil avait une énergie nucléaire, que les étoiles, que les atomes étaient fabriqués dans les étoiles et tout ça. Et notre tâche, c'était de pouvoir identifier quel type d'étoile avait fabriqué tel élément chimique, carbone, oxygène, etc. Tout ça, ça s'est fait donc, dans les années 1940 jusqu'à 60 à peu près. Et donc, je travaillais sur un modèle particulier, mais il manquait des données. Il fallait des données de physique nucléaire pour essayer d'apprendre un peu plus à identifier l'origine de ces éléments chimiques. Et tous les endroits que j'ai vus aux États-Unis m'ont dit personne ne voudra faire cela, bien qu'on reconnaisse que ce soit très intéressant, parce que ce n'est pas possible pour un laboratoire de rester plusieurs années sans résultat. La préparation des expériences, ça peut prendre du temps. Pendant ce temps-là, vous ne publiez rien. Et c'est à ce moment-là que René Bernas, physicien nucléaire à Orsay, Avery Schatzman, astronome, et Pecker, on dit c'est une bonne idée, on va le faire venir. Et ils m'ont donc obtenu un poste au CNRS et puis à l'université. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé un beau jour dans les bâtiments de l'IAP. En 76-77, il a été question de chercher un directeur à l'IAP. Moi, j'étais un jeune maître de recherche et j'étais pas le premier de la liste. Mais finalement, c'est arrivé sur moi et donc je suis arrivé ici avec Jean-Loup Puget comme sous-directeur et avec Claude Rivin comme administrateur que j'ai choisi juste avant d'arriver en 1er février 1978. Au fond de moi-même, je me demande pourquoi j'ai voulu être directeur. Je sais pourquoi j'ai voulu être directeur. C'est qu'en fait, j'aime pas tellement la hiérarchie. Je me suis dit que en étant directeur, au moins, on m'imposerait moins de contraintes que si je ne l'étais pas. Voilà. Je revendique deux choses. C'est d'une part, véritablement, d'avoir accentué le caractère international de l'IAP. Il y a eu cette politique des postes rouges dans les années 80 qui nous a permis d'inviter, pour des périodes de longue durée, des gens de grand talent. Et donc, très vite, les chercheurs étrangers, italiens, américains, britanniques, etc., sont venus. Et puis, au moment où je suis arrivé, on faisait de l'instrumentation
à l'Institut d'astrophysique, il y avait beaucoup de techniciens, ingénieurs. Alors évidemment, toute cette partie-là a décru. Par contre, ce qui a cru, c'est principalement le développement de l'informatique à l'IAP date vraiment de la deuxième et troisième partie de mon mandat, vous voyez. Et je pense que ça a été une évolution, je pense, assez heureuse parce que, effectivement, je veux dire, on ne pouvait pas rivaliser en matière instrumentale avec d'autres laboratoires. On n'était pas en capacité de le faire. Quand je suis commencé ici, c'est un peu étroit, mais après l'élection aux 12 et plusieurs autres, dans les derniers 30 ans presque, maintenant, je trouve que c'est un mélange de chercheurs qui est vraiment l'équivalent de meilleur endroit dans les États-Unis. Qu'est-ce que c'est l'origine de la matière noire, l'origine de l'énergie noire, qu'est-ce que c'est notre place dans l'univers, est-ce que la vie est partout dans l'univers ou non, il y a des autres univers autour de nous, on ne sait jamais, la théorie dit oui peut-être, et pour réfléchir sur ces questions, ça prend du temps. Et si on doit publier toujours dans la prochaine 10 jours, on n'a pas le temps pour réfléchir. Alors j'ai commencé à réfléchir un peu sur ces choses. Là, on s'est allongé par terre, sur le dos, et on regarde le ciel à la verticale. Donc le centre, c'est le zénith, et puis l'horizon est tout autour. Et on peut changer l'angle de vision, on le fera tout à l'heure. Alors voilà l'équation. Oui, il y a plusieurs missions finalement pour le personnel de la recherche. L'amélioration des connaissances, la production des connaissances, mais aussi effectivement la diffusion des connaissances scientifiques vers nos concitoyens. Et à l'Institut d'astrophysique, il y a une très longue tradition. Alors je vais rebondir à 25 ans en arrière, puisqu'on avait fêté les 50 ans de l'IAP, et on avait développé avec Jean Douze à cette époque de très grandes manifestations. Et depuis, l'Institut d'astrophysique s'est toujours beaucoup impliqué dans la diffusion, que ce soit vers le scolaire ou vers le grand public. Et puis, d'une façon plus générale, les chercheurs de l'IAP sont très impliqués dans des interviews, dans des rédactions d'articles, dans des journaux différents et variés, rédaction d'ouvrages. Et nous y attachons beaucoup d'importance parce qu'on sait qu'il y a une déficience des jeunes vers les sciences exactes dans les études supérieures. Et nous espérons pouvoir les motiver de cette façon-là et apporter des jeunes vers des études scientifiques. Depuis les années 2000, le groupe de physique théorique qui travaillait à Meudon a décidé en fait de se déplacer en partie à l'Institut d'astrophysique de Paris. Moi j'étais en poste à Orsay à ce moment-là et au bout de quelques années en fait j'ai rejoint ce groupe parce que thématiquement c'était plus intéressant pour moi en fait d'être dans un laboratoire, pas simplement de physique théorique mais aussi dans un laboratoire où il y avait un groupe de physique théorique mais où on était en connexion et en contact avec des gens qui faisaient des observations, en particulier celle du satellite Planck, les lentilles gravitationnelles et ainsi de suite. Donc, ce qui permettait en fait d'alimenter les recherches en physique théorique sur la cosmologie. Je pense que l'IAP c'est vraiment un laboratoire de classe internationale pour ça, c'est-à-dire que il a l'avantage d'avoir une couverture thématique sur les disciplines de l'astrophysique qui est très très large. C'est quand même un institut qui va des exoplanètes jusqu'à la physique théorique de l'univers primordial. Où ça c'est quelque chose qu'on trouve très peu dans d'autres instituts. Par exemple, si on va dans une université américaine, on va avoir des experts sur certaines thématiques, mais on va pas avoir ce continuum de thématiques comme on l'a ici.
Et puis avec des chercheurs qui sont aussi reconnus internationalement et des grands projets, ce qui fait que ça donne vraiment un endroit qui a une très très grande force au niveau international et une grande visibilité, parce que c'est pas simplement des chercheurs, mais c'est des chercheurs beaucoup qui portent des projets comme Euclide, comme Planck, et donc le fait qu'il y ait ces projets, ça crée de la dynamique autour de ces projets, et donc ça fait que des gens viennent à l'IAP régulièrement pour travailler sur ces projets et permettre de rencontrer d'autres chercheurs. Il y a une ou deux fois où j'ai senti une réaction, disons, de gens qui ont exprimé un peu de fierté de ce qui avait été fait sur Planck, au moment de la sélection, par exemple. Et je crois qu'il y avait des gens qui étaient quand même un peu contents du rôle que collectivement a été joué par la maison, et plus particulièrement l'aide spécifique de gens qui sont dans l'administration, dans les services techniques, qui ont aussi apporté leur pierre, y compris quand c'est un projet très long et où on ne voit pas toujours tout ce que tout le monde a fait. Mais bon, donc ça fait partie des bons moments dans l'histoire de la maison. On a vu quand même tout le déploiement, y compris sous forme d'engagement comme centre de traitement de données, que ça soit sur Fuse, qui était quelques personnes, mais qui était quand même quelque chose d'assez nouveau, puis Therapix, qui a aussi devenu un centre national, et puis Planck, qui n'est pas national, mais qui est international d'une certaine manière, puisqu'on est centre de coordination de l'ensemble du traitement des données, de HFI, l'instrument HFI de Planck, sur lequel repose une très grande partie de la science de Planck. Et là, il a fallu construire un centre de traitement de données. On a fini par faire une salle machine avec une série de machines. On a fait ça en plusieurs fois. On a commencé par une petite, puis un peu moins petite, etc. La machine actuelle est une machine qui est de l'ordre de, disons, on va dire moins de 2 millions d'euros. Tout ça avec une équipe technique qui n'est pas celle d'un centre de calcul comme celui de l'IN2P3 ou du CNRS. Essentiellement, il y a un système administrateur en tout et pour tout pour centre de calcul. Grâce à Planck, en fait, on a maintenant un scénario relativement bien consolidé qui décrit l'univers et son expansion. Euclide est aussi une mission qui va accaparer beaucoup de monde pendant une quinzaine d'années à l'IAP, qui va aussi cartographier une énorme partie du ciel, mais à la différence de Planck, on va s'intéresser à l'univers que je dirais proche, en fait, c'est-à-dire les derniers 10 milliards d'années de l'histoire de l'expansion. Et plutôt que d'observer cette transition univers opaque, univers transparent, eh bien cette fois on va observer les galaxies, on va observer les propriétés de ces galaxies, comment elles se distribuent dans cet univers, comment elles se sont progressivement agglutinées les unes aux autres à cause des effets de la gravitation, et simultanément comment elles ont été déformées par la présence de matière noire qui engendre des effets de l'antigravitationnel. Et donc cette fois-ci on va s'intéresser non pas à ce continuum, ce fond diffus cosmologique, mais vraiment aux galaxies. Et grâce à ces galaxies, eh bien, on va pouvoir accéder non pas simplement à l'histoire de l'expansion de l'univers, mais aussi à l'histoire de la croissance des structures, comment elles ont évolué, et déterminer l'histoire de l'accélération de l'expansion de l'univers et quelle est la nature profonde à la source de cette accélération. Donc ces deux missions, finalement, elles sont parfaitement complémentaires dans leurs objectifs et elles sont complètement en phase dans le temps, puisque au moment où la mission Planck va se terminer, c'est-à-dire relativement dans 2 ou 3 ans, eh bien on va lancer Euclide qui commencera, elle, à faire la cartographie du ciel pour déterminer les propriétés de l'énergie sombre. En 2005, on a eu la chance, grâce à la technique des microlentilles gravitationnelles, de découvrir la toute première super-Terre, c'est-à-dire une planète de 5 masses terrestres, froide, située autour d'une étoile de faible masse. Toutes les observations qui ont été faites d'exoplanètes actuellement montrent que les planètes, c'est quelque chose de très très courant dans la galaxie, et on s'attend à en moyenne au moins une planète par étoile.
ce qui donne évidemment des perspectives extrêmement intéressantes pour penser le problème de la vie dans l'univers. Premier contact avec l'astronomie vulgarisée, ça a été comme beaucoup les livres d'Hubert Reeves, qui m'ont beaucoup impressionné quand j'étais au lycée. Et c'est à la fois ce côté poétique de la science et en même temps son côté analytique qui m'ont attiré, qui répondaient à la fois à des aspirations plus philosophiques, mais aussi très scientifiques et très opérationnelles d'un certain point de vue. Ma thèse portait sur les rayons cosmiques de ultra haute énergie. C'est toujours ce sur quoi je travaille, qui sont des particules qu'on reçoit sur Terre, des particules comme des protons ou des noyaux plus lourds, qui nous arrivent avec des énergies absolument colossales, de l'ordre d'une centaine de joules. Alors ça, c'est l'énergie d'une balle de fusil confinée dans une particule subatomique. C'est vraiment des énergies qu'on ne peut pas reproduire sur Terre. Et la question qu'on se pose, c'est d'où viennent ces particules. Et malgré des décennies de recherche, à la fois théorique et expérimentale, on ne sait toujours pas d'où ces particules viennent. Moi, je fais partie d'une équipe qui s'appelle le GRECO, Gravitation et Cosmologie, où il y a beaucoup de théories, en fait. Mais on a aussi pas mal d'échanges avec l'équipe Hautes Énergies, qui travaille sur des phénomènes violents de l'univers. Mais bon, en général, en fait, oui, j'ai des interactions avec tout le monde, avec des gens de l'équipe Galaxie, extragalactique, même avec des gens exoplanètes. Enfin, il n'y a pas de... En tout cas, probablement j'ai une vision naïve de la chose parce que je ne suis pas là depuis très longtemps, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas un réel cloisonnement entre ces groupes et c'est ça qui est aussi très agréable.